Bon ben merci d'être venu là pour écouter la suite de cette présentation. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une question à laquelle je tente de répondre depuis plusieurs années. En tout cas, c'est une question que je me suis posée longtemps. C'est comment remettre l'habitat au service de l'humain. En gros, comment le rendre à la fois plus simple et plus économique. Et en fait, pendant longtemps, je me suis senti piégé par le coût d'accès au logement. J'ai eu l'impression que c'était cher, que j'étais complètement piégé par ça. Mais il y a 5 ans, j'ai fait une découverte qui a changé ma vision des choses. Et c'est ça qui m'a amené à concevoir et à construire la yourte qu'on a montée ensemble là à l'instant. Donc comme vous l'avez vu, on l'a montée peut-être en 20 minutes. Là, on a mis un petit peu plus de temps que d'habitude, mais voilà, elle se monte en l'espace de 15 minutes. C'est une yourte qu'on peut réaliser en 7 jours et qui se réalise avec des matériaux locaux et recyclés. Là, dans cette présentation, j'aimerais vous expliquer comment j'en suis venu à concevoir cette yourte. Alors, quand j'avais 7 ans, ma plus grande peur, c'était de jamais avoir le temps de faire tout ce que j'avais en tête. J'avais envie d'inventer, j'avais envie de créer, j'avais envie de construire des nouvelles choses, et en fait, je me sentais complètement... j'avais l'impression que l'école, elle me volait mon temps, et que je devais aller à l'école et que j'avais pas le temps de faire toutes ces choses que j'avais envie de faire. Je vivais dans le sud-ouest, en fait, je vivais au milieu des vignes, sur l'exploitation agricole familiale. Et mon père, lui, il était débordé par le travail sur l'exploitation. Les week-ends, quand il travaillait pas sur l'exploitation agricole, il passait son temps à faire des travaux dans la maison dans laquelle on habitait. C'est une maison qu'il avait achetée en ruine quand il avait 20 ans. Et en fait, toute mon enfance, je l'ai vu en train de rénover cette maison pour notre famille. Et il était doué, il aimait faire ça. Mais moi, ce que j'ai intégré à ce moment-là, c'est que pour se loger, c'était beaucoup de travail et beaucoup de labeur. À 21 ans, je suis venu emménager à Paris et j'ai pris mon premier appartement à République. Le loyer, c'était 1 000 € par mois. Et mon père, lui, il gagnait 1 000 € par mois pour cultiver 45 hectares de terre. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à prendre conscience du prix du logement. Je me suis rendu compte à quel point c'était cher dans notre vie, le logement, à quel point c'était coûteux. J'en ai conclu 2 choses. Soit on passe 15 années de sa vie à retaper une ruine, soit on s'endette pendant 25 ans et on peut s'acheter un logement neuf. J'étais à la fois résigné par ce constat, j'étais à la fois résigné face à cette situation, et je me sentais révolté, je me sentais complètement piégé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais l'impression d'être aliéné par ce besoin de me loger. Moi qui attendais avec impatience la fin de l'école pour enfin pouvoir créer des choses, inventer des nouvelles choses, en fait, je me rendais compte que là, j'allais devoir passer 5 jours par semaine à travailler pour un patron pendant 25 ans pour pouvoir me loger. C'était encore pire que l'école. Alors à ce moment-là, j'ai fait 2 belles découvertes qui ont vraiment été une révélation pour moi. Déjà, je suis tombé sur les écrits d'un philosophe qui s'appelle Henri David Thoreau. C'est quelqu'un qui est né en 1817 à Concorde, aux États-Unis, et c'est le premier philosophe à avoir écrit sur la désobéissance civile. C'est quelqu'un qui a décidé de se construire une cabane et de partir vivre dans la forêt. Il est parti vivre pendant 2 ans dans la forêt, il a juste observé la nature autour de lui. Il s'est dit comment je peux vivre simplement, comment je peux cultiver le bout de terre qui est à côté de cette cabane pour pouvoir vivre simplement. Et déjà en 1817, il se rendait compte qu'on avait besoin de bien moins de choses que ce qu'on croit avoir besoin. C'est lui qui a introduit un petit peu le concept de sobriété heureuse et de décroissance. Alors c'est quelqu'un qui observait en fait les Amérindiens à cette époque-là. C'était l'époque où on était encore en train de décimer les Amérindiens là-bas. Et il disait, vous voyez ce peuple, on le considère comme un peuple de sauvages, mais en fait, chez les Amérindiens, tout le monde est propriétaire de son logement. Tous les Amérindiens, chaque famille d'Amérindiens est capable de se construire un tipi
et est capable d'abriter sa famille. Chacun est propriétaire de son logement. Alors que chez nous, en fait, qui sommes un peuple civilisé, on a beaucoup de sans-abri, des gens qui sont pas propriétaires de leur logement, qui sont dépendants de leurs propriétaires, etc. Cette découverte, ça a été vraiment une bouffée d'air pour moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait vivre à la fois beaucoup plus simplement, qu'on pouvait vivre de façon beaucoup plus légère. Donc ça a commencé à m'ouvrir le champ des possibles. J'ai commencé à me dire, ouais, on peut vivre de plein d'autres manières. Et ça m'a décidé à partir découvrir l'Amérique du Nord. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis bien rendu compte qu'il y avait plus beaucoup d'Amérindiens et il y avait plus beaucoup de tipis. Par contre, j'ai fait une autre belle découverte. C'est quelque chose qui s'appelle les Earthships. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un architecte américain qui est parti du constat que, en fait, la question qui s'est demandée, c'est de quoi a-t-on besoin au XXIe siècle? On a besoin d'avoir des logements qui sont autonomes en énergie, qui permettent de récupérer l'eau de pluie et qui permettent aux êtres humains de vivre, simplement, sans être dépendants de l'extérieur. Et en fait, il s'est demandé qu'est-ce qu'on avait comme ressources en abondance autour de nous, et ce qu'il a vu comme ressources en abondance, c'est nos déchets, en fait. Ça fait 2 siècles qu'on produit des déchets, et on a énormément de ressources de ce point de vue-là. Et du coup, il a décidé de construire cette maison, et ce qu'il a utilisé pour construire cette maison autonome, c'est des pneus de voiture, des canettes en aluminium et des bouteilles en verre. Et avec son sens d'architecte, il a fait vraiment quelque chose de très beau. Vous pourrez aller voir sur Internet les photos des Earthships. C'est vraiment très beau. C'est des maisons qui construisent pour 10 000 euros. Il y a 10 000 euros de matériaux parce que il faut quand même acheter du béton, il faut quand même acheter des choses. Mais le matériau principal, ce sont des matériaux de récupération. Donc ça a été une autre révélation pour moi. J'ai eu envie de construire moi aussi un habitat qui me rendrait libre, un habitat qui me coûterait pas grand-chose, dans lequel je pourrais vivre et qui me rendrait autonome. J'aurais plus de factures d'électricité à payer, j'aurais plus d'eau, j'aurais plus besoin de payer de factures d'eau, je serais autonome. Alors j'ai décidé de rentrer en France pour me lancer dans la réalisation de ce logement. Ce qui était important pour moi, c'était 3 choses. La première chose, donc je suis rentré au mois de février. J'ai cherché en fait pendant 6 mois un terrain pour pouvoir construire ce logement. Et ce qui était important pour moi, c'est que l'hiver qui allait arriver, je voulais pouvoir être au chaud pour passer cet hiver-là. L'été, j'ai passé beaucoup de temps à faire du bivouac, à faire du stop, à faire du bivouac. Mais l'hiver, c'est difficile. Il y a besoin d'avoir un habitat chauffé. Donc, ce que je voulais, c'était pouvoir passer l'hiver au chaud, sans prise de tête administrative, en gros. Et je voulais pas commencer à devoir demander des autorisations, permis de construire, etc. Je voulais que ça reste léger. Je voulais que mon habitat soit bon marché. Je voulais pas que ce soit un fardeau pour moi. J'avais pas tellement de moyens, et puis j'avais pas tellement envie non plus de commencer à être trop impliqué en énergie, en temps, en argent dans cet habitat, parce qu'à ce moment-là, ça deviendrait un fardeau, et j'aurais plus envie de m'en séparer. Je serais toujours à me dire cette construction que j'ai passé tant d'années à construire, qui m'a coûté si cher, je peux plus la quitter. J'avais pas envie de ça. Donc je voulais vraiment quelque chose de simple. Et ce qui était le plus important pour moi, c'était de maîtriser le processus complet de fabrication, toutes les étapes de la fabrication de ce logement. Je voulais posséder ce savoir-faire, de savoir qu'à tout moment dans ma vie, je serais capable de me construire mon propre logement. Je voulais qu'il soit facile à reproduire si j'avais besoin de le refaire à nouveau à un autre moment dans ma vie, et savoir que si je quittais un endroit, que je devais laisser cet habitat, je pouvais partir à l'autre bout du monde et reconstruire à nouveau cet habitat une nouvelle fois. Donc ce que je voulais, c'était vraiment de la liberté. Je voulais vraiment me sentir libre, puisque j'avais le sentiment que l'habitat jusque-là, ça me rendait pas libre. Donc j'avais besoin de liberté, et c'est pour ça que j'intitule cette conférence « Remettre l'habitat au service de l'humain ». Là, je trouvais une solution pour remettre l'habitat au service de l'humain. Donc, comme je vous l'ai dit, quand je suis revenu en France, j'ai cherché un terrain pour construire cette construction pendant 6 mois. C'était pas si facile de trouver un terrain.
Et finalement, c'est mon père qui m'a proposé un bout de terre agricole pour construire ce logement. Alors, je pouvais rien construire en dur légalement. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont commencé déjà à se questionner sur les questions de la réglementation. Et c'est ça qui m'a orienté vers l'habitat léger et démontable. Moi, je m'étais pas interrogé trop sur la réglementation, mais j'avais quand même l'intuition que plus mon habitat serait léger, plus il serait démontable et plus il serait insaisissable en quelque sorte, moins j'aurais de démarches administratives à faire. Et plus tard, en étudiant la réglementation, c'est ce qui m'a été confirmé. En fait, je me suis bien rendu compte qu'effectivement, un habitat très léger comme celui qu'on a monté tout à l'heure demande très peu d'autorisation. Concrètement, ça veut dire quoi? L'habitat qui demande le moins d'autorisation possible, c'est la tente de camping, en fait. Et pour respecter la condition tente de camping, il y a 5 conditions à respecter pour rentrer dans la condition, dans la catégorie tente de camping. La première chose, c'est que vous devez avoir une construction qui fait moins de 35 mètres carrés. C'est une construction qui doit être démontable rapidement, donc en moins d'une journée. C'est une construction aussi qui ne doit pas avoir de bloc cuisine ou de bloc sanitaire à l'intérieur. Alors il existe, on peut envisager plein d'autres choses pour pas avoir de bloc sanitaire ou bloc cuisine à l'intérieur, mais c'est une des conditions importantes. Et donc il faut pas qu'elle soit raccordée au réseau collectif, comme l'eau, l'électricité, l'assainissement. Et il faut pas de mur, donc pas de cloison en dur. Une tente, c'est quelque chose qui a juste une armature avec une toile dessus. Donc si vous respectez ces 5 conditions et que vous y vivez moins de 8 mois par an, vous avez besoin de rien demander à personne, sauf aux propriétaires du terrain. Donc la plupart des terrains, on peut faire du camping dessus. Il y a que quelques terrains où le camping est interdit. C'est des terrains, c'est pour des raisons sanitaires en général. Donc par exemple les zones de captage d'eau, on peut pas faire de camping. Aux abords des rivières, en cas d'inondation, on n'a pas le droit de faire du camping. Mais la plupart des zones autorisent le camping. Il faut juste l'accord du propriétaire. Donc par contre, si vous respectez pas ces 5 conditions, vous allez devoir vous implanter avec autorisation, et ça sera sur des zones spécifiques. Ça sera soit sur une zone constructible, soit sur une zone non constructible mais qui s'appelle une zone pastille. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent. C'est depuis la loi Allure. Ils ont créé sur les zones non constructibles la possibilité aux mairies de créer des zones pastilles. C'est des zones qui sont destinées à accueillir les habitats légers et les gens qui veulent vivre dans un habitat léger. Concrètement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mairies qui ont créé des zones comme ça, mais ça reste l'une des possibilités pour implanter un habitat léger. Et la dernière possibilité, c'est une zone agricole, mais à ce moment-là, il faut que vous soyez agriculteur et que vous puissiez justifier que vous allez avoir besoin de vivre sur votre exploitation agricole. Dans tous les cas, il vous faudra demander des autorisations. Peut-être ça sera un permis d'aménager, peut-être ça sera une demande préalable ou un permis de construire. Alors, au début, avant de construire mon premier habitat, j'hésitais entre plusieurs types de constructions légères. Donc là, j'étais parti sur la construction légère, mais j'hésitais entre plusieurs types de constructions. Donc, mon premier coup de cœur, c'était les tipis, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y avait aussi les yourtes, j'avais découvert les yourtes, et il y avait aussi les dômes géodésiques. Finalement, j'ai choisi la yourte pour 3 raisons. La première, donc, c'est que elle est plus confortable que le tipi. J'ai eu l'occasion de dormir dans un tipi. Alors, j'imagine qu'il y a plein de qualités ou plein de types de confort dans un tipi, mais les tipis traditionnels, c'est de la terre battue, c'est une toile simple, et c'est un feu de camp au milieu avec juste une ouverture centrale pour évacuer la fumée de cheminée. Donc c'est vraiment rudimentaire, et je me dis qu'en fait il y a besoin de pas grand chose en plus pour avoir du confort supplémentaire. Donc j'ai mis un peu de côté le tipi pour cette raison-là. Il y avait aussi une autre question, c'est que il y a un grand volume au-dessus dans un tipi, et du coup c'est un volume qui va avoir besoin d'être chauffé, et c'est pas très rationnel d'un point de vue thermique. La chaleur monte, elle va s'accumuler dans l'espace supérieur du tipi, donc c'est moins intéressant. Alors ensuite, je vous ai dit l'autre question, c'était par rapport au dôme. Finalement, j'ai trouvé que la yourte, ça pouvait être plus facile à réaliser que le dôme. Surtout avec la structure qu'on a vue là, c'est une structure qui est facile à réaliser. Je vous en parle un peu après de la structure. Donc quand j'ai découvert cette structure, je me suis dit en fait,
la yourte, ça va être à la fois plus facile à fabriquer que le dôme, plus facile à démonter, plus facile à transporter, plus facile à stocker. On peut déjà comprendre que juste pour réaliser un dôme, il y a beaucoup plus de couture, c'est plein de triangles en fait qu'il faut assembler. Là, pour la yourte, j'ai un grand cône pour le toit et j'ai un grand cylindre pour le mur, donc il y a très peu de couture. En gros, il y a 3 coutures là, 3 collages sur ce que vous avez vu. Alors maintenant que j'avais décidé de construire une yourte, je devais me pencher sur 2 choses. D'un côté, les matériaux que j'allais utiliser, et de l'autre, les techniques que j'allais utiliser. Alors, en ce qui concerne les matériaux, moi, ce que je voulais, c'était d'abord privilégier des ressources gratuites disponibles localement. Donc, j'ai défini un ordre de priorité dans les matériaux que j'allais utiliser pour cette construction. D'abord, ce que je voulais, c'était des matériaux que j'allais trouver dans la nature autour de moi. Pouvoir aller simplement dans la forêt, trouver des matériaux et les utiliser pour construire mon habitat. C'était ça ma priorité dans le choix des matériaux. Si ça fonctionnait pas, si je pouvais pas trouver un matériau naturel qui allait répondre à mon besoin, je me tournais vers les matériaux de récupération. Là, je m'inspirais de ce que j'avais vu sur les airships. Je me pose la question, quel matériau de récupération je peux utiliser pour répondre à mon besoin? Et si je peux ni répondre à mon besoin par un matériau naturel, ni par un matériau de récupération, alors à ce moment-là, j'essaie de trouver un matériau très simple, très basique, que je trouve dans le supermarché du coin, dans le magasin de bricolage du coin. Je veux pas avoir des matériaux techniques, sophistiqués, devoir faire appel à des magasins spécialisés. Je voulais vraiment que ce soit des matériaux très courants, qu'on a l'habitude tous d'utiliser et de voir autour de nous. C'est aussi une question de coût, c'est une question de prix. Si j'utilise, vous avez vu, le dôme, en fait, c'est de la nappe de cuisine transparente. Donc je vais dans un supermarché, je trouve ça. J'ai pas besoin de commander ça de je sais pas où. Donc c'était vraiment mon objectif. Alors concrètement, ça donne quoi? Pour la structure, pour la bâche, pour l'isolation, ça donne quoi? Comment j'ai mené cette réflexion sur ces différents éléments? Alors pour la structure, il me fallait quoi? Il me fallait un matériau qui permet de réaliser des perches, qui font plus de 2 mètres de longueur et qui font un diamètre d'environ 3 cm. Il fallait que ce soit facile à récolter et facile à transformer avec des outils très simples. Alors, bien sûr, j'aurais pu utiliser du bois, mais pour utiliser du bois, il faut aller dans la forêt, couper un arbre, il commence à y avoir besoin de beaucoup d'outillage, parce que pour débiter des planches, pour faire des perches dans les planches, etc., il faut beaucoup d'outillage. Et puis, c'était beaucoup de travail. Donc, finalement, la solution, elle est venue assez naturellement vers le bambou. C'est un matériau que je connaissais, que j'avais déjà eu l'habitude d'utiliser. Le bambou, en fin de compte, il me suffit de le couper et j'ai une perche. Je le coupe, j'utilise la perceuse, je le perce et j'ai une perche. Le seul outil dont j'ai besoin pour le réaliser, c'est une scie à bois. C'est une scie égoïne. Donc c'est très simple. Alors moi, le bambou, c'est vraiment un matériau que j'aime beaucoup. Enfin voilà, moi j'aimerais qu'il soit beaucoup plus utilisé dans plein d'autres applications, dans l'habitat. Je sais qu'il y a des textiles maintenant qui sont faits à base de bambou. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le bambou et ça serait intéressant qu'on l'utilise beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc c'est un matériau qui a vraiment des grandes qualités mécaniques, c'est pour ça qu'on l'utilise de plus en plus. Il est à la fois plus léger et plus résistant que le bois. Sa croissance, elle est plus rapide que le bois. En gros, il pousse en 3 ans. C'est une grande matrice. C'est un grand système racinaire comme ça, et puis on a des perches de bambou qui poussent, et en 3 ans, on obtient un bambou à maturité. Le rendement du bambou est 20 fois supérieur à celui d'une forêt. Donc si j'ai une bambouseraie au lieu d'une forêt, je vais produire 20 fois plus de perches, comme vous avez vu là, que si j'ai une forêt. En comptant le nombre d'années dont j'ai besoin pour la croissance du bambou, etc. Il consomme aussi beaucoup moins de ressources naturelles. Il capte plus de CO2 que le bois. Et en fait, il y a un truc intéressant avec le bambou, c'est que comme le système racinaire est en surface, il va capter l'eau en surface sans aller puiser dans les nappes phréatiques. Et puis en même temps, il va retenir le sol, donc aux abords des rivières, c'est très bien. Donc c'est vraiment un matériau qui a plein d'intérêts, à la fois écologique, à la fois technique, à la fois économique. Donc voilà, c'est un matériau que je recommande d'utiliser davantage.
La deuxième question, donc, c'est pour la toile. Donc, j'avais besoin d'une toile imperméable. J'avais besoin de pouvoir m'abriter de la pluie. Alors, dans les matériaux naturels, pour répondre à ce besoin-là, il n'y a pas grand-chose en fait. Les peuples nomades, historiquement, ils utilisaient de la peau de bête. Et moi, je me voyais pas aller utiliser de la peau de bête. Je me voyais pas aller chasser, dépecer un animal et faire de la peau. Et puis voilà. Donc j'ai vite mis de côté cette solution-là. La première solution à laquelle j'ai pensé, c'était d'utiliser des matériaux qu'on a dans la maison habituellement, donc des vieux draps. Enfin, je voulais faire une toile avec des vieux draps en fait. Il fallait l'imperméabiliser par contre. Et là, ce à quoi j'avais pensé pour l'imperméabiliser, c'était d'utiliser des fonds de pots de peinture à l'huile et d'enduire cette toile pour l'imperméabiliser. Donc bon, je pensais à ça, mais je me dis ça va être vraiment beaucoup de travail, ça va être dur à mettre en œuvre, ça va être assez sale. Bon, ça, j'ai vite mis ça de côté. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à la solution de la bâche de camion. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, mais il y a des gens qui font des sacs à main avec de la bâche de camion recyclée. Il faut savoir que la bâche de camion, c'est un déchet non recyclable. C'est un déchet, le PVC, on ne sait pas le recycler. Donc les bâches de camion et encore plus les bâches publicitaires. En fait, maintenant, je recommande surtout d'utiliser de la bâche publicitaire. Vous en avez sur le périph', il y a des grandes bâches publicitaires, par exemple. Donc elles sont blanches d'un côté, elles sont peintes de l'autre pour les enseignes publicitaires. Et ça, c'est des bâches, elles restent là 1 mois et après, elles partent à la benne et on peut pas les recycler en fait. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire, c'est d'arriver à développer davantage cette filière pour réutiliser ces bâches et faire des constructions comme on vient de voir. Le troisième aspect, c'était l'isolation. Donc, en Mongolie, eux, ils utilisent du feutre. Le feutre, en fait, c'est de la laine de yak qui est travaillée, qui est tassée comme ça et ça fait du feutre. Encore une fois, je me voyais pas me lancer dans ce genre d'aventure et j'ai essayé de trouver le matériau de récupération le plus simple autour de moi qui allait me permettre de faire une isolation confortable. Et j'ai rapidement pensé aux couvertures en laine. Les couvertures en laine, il y en a plein dans les friperies, dans les Emmaüs. Bon, moi, j'en prends quelques-unes, j'essaie de les sélectionner pour harmoniser les couleurs et après, on arrive à avoir quelque chose d'assez joli. Vous avez vu tout à l'heure, en harmonisant les couleurs, ça fait un intérieur qui est plutôt sympathique. Cette isolation, elle semble assez légère. Vous avez vu que tout à l'heure, la température, elle est montée quand même assez vite. Bon, il fait pas très froid dehors, mais en fait, le fait qu'il y ait ce vide d'air et le fait qu'il y ait cette petite isolation, bah, ça permet quand même d'avoir une température qui monte assez vite. Moi, j'ai vécu 1 an dans la yourte et jusqu'à des températures de moins 5 degrés, j'arrivais à avoir une température correcte avec un poêle à bois. J'avais installé un poêle à bois et le poêle à bois, il permettait de réchauffer suffisamment l'intérieur pour être bien. L'avantage des couvertures en laine aussi, c'est que c'est très fin et que ça m'a permis d'avoir cette fameuse solution avec double paroi, là, comme vous avez vu. Alors maintenant qu'on a vu les matériaux, il fallait que je me penche sur les techniques que j'allais utiliser pour réaliser cette yourte. Il y a pour moi 2 points clés dont j'ai envie de vous parler. C'est d'un côté la réalisation de la structure et de l'autre la réalisation de l'isolation. J'ai envie d'approfondir un peu sur ça parce que c'est les 2 aspects où je me suis un peu creusé la tête et où il m'a fallu apporter un petit peu des améliorations. Alors la structure. Donc la structure que vous avez vue, qu'on a montée là tout à l'heure, qui se déploie très vite, c'est une structure que j'ai découverte en 2013, qui s'appelle la structure FlexYurt. On le comprend assez bien parce qu'il y a ce côté très flexible, très souple de la structure. Le modèle initial, celui que j'ai découvert, c'était un modèle qui faisait 3,60 m de large et qui faisait 1,70 m de haut, donc il était un peu plus petit, et il n'avait pas de puits de lumière non plus. Quand j'ai vu cette structure pour la première fois, ça a été vraiment un déclic en fait. Je sais pas qu'est-ce que vous avez ressenti tout à l'heure en voyant cette structure s'ouvrir, mais je trouve que, il y a une sorte de magie en fait de voir cette structure se déplier aussi rapidement. Et de suite, j'avais encore des hésitations avec le dôme, comme je vous disais, mais quand j'ai vu cette structure, je me suis dit non, c'est génial. J'ai envie de partir sur ce type de structure.
Alors par contre, comme je vous ai dit, elle était un peu plus petite. Elle faisait 3,60 m, des murs 1,70 m. Comme moi, c'était pour y vivre, je pouvais pas partir sur une structure aussi petite. Donc il m'a fallu réfléchir à augmenter le diamètre. Je voyais pas de contre-indication de façon à pouvoir augmenter le diamètre de la structure. Donc j'ai utilisé un logiciel de géométrie. J'ai retracé chaque perche comme ça sur ce logiciel. Et ça m'a permis de connaître les cotations de découpe, de perçage de mes nouvelles perches. Ça m'a permis à la fois d'accroître la surface habitable. Je suis passé à une yourte de 4,70 m de diamètre, des murs à 1,90 m. L'objectif aussi, c'était... Bon, moi, je mesure 1,90 m. Alors, c'était bien que je puisse être debout partout dans la yourte. Et du coup, toute la surface habitable, elle était utilisable. Il y a aussi autre chose qui était intéressant, ça je m'en suis rendu compte après, c'est que on a beaucoup de meubles qui font 1,90 m ou 2 m, des étagères, des petites armoires, et qui peuvent du coup se mettre le long des murs, et ça augmente la surface de rangement. J'avais eu le témoignage d'une femme qui avait vécu en yourte pendant 1 an ou 2, et elle avait une grande yourte un peu plate, comme ça, avec les murs assez bas, elle faisait 30 mètres carrés, et elle avait trouvé ça dommage parce que ça faisait une grande surface en fait qu'elle n'arrivait pas trop à utiliser. Ça faisait des choses assez basses comme ça. Donc moi je me suis dit c'est bien, j'ai des murs un peu hauts, toute la surface de la yourte est utilisable et voilà. Le deuxième aspect donc qui a été important, c'était ce puits de lumière. Il n'y en avait pas initialement sur cette petite structure. Moi j'avais déjà vu d'autres yourtes et j'avais bien vu, je trouvais ça assez magique en fait, ce puits de lumière, cette possibilité, à la fois ça permet de faire rentrer de la lumière du soleil directement à l'intérieur de la yourte. Alors avec les couleurs des couvertures, c'est vraiment très joli. Et puis c'est assez magique de pouvoir regarder le ciel, de pouvoir voir le ciel depuis son lit, regarder les étoiles, etc. Et pour moi c'était vraiment fondamental de faire ce puits de lumière. Il y a aussi un autre aspect qui est plus technique pour le coup, c'est que le puits de lumière, il permet aussi d'aérer la yourte. C'est le point haut, donc c'est le point où s'accumule la chaleur dans la yourte. Et donc en été, si vous ouvrez ce dôme, tout de suite la chaleur est évacuée, ça fait un appel d'air et vous avez de l'air frais qui rentre à l'intérieur. De même, en hiver, ça va pas être pour rafraîchir, mais ça va être plutôt pour aérer. Si vous avez du mal à lancer le poêle à bois, ça commence à fumer un petit peu, il suffit d'ouvrir le dôme. Et très rapidement, du coup, ça fait un appel d'air, ça renouvelle l'air à l'intérieur, on referme et puis c'est réglé. Donc ça, c'était important. Alors l'autre point dont je voulais vous parler, c'est l'isolation. J'ai mené beaucoup de réflexions sur la conception. J'écris du coup un petit fascicule où j'explique toutes mes réflexions là-dessus, mais aujourd'hui, je voulais juste synthétiser sur 2 aspects. Du coup, je peux vous les montrer, ces 2 bouquins, parce qu'il y en a un sur la réglementation et il y en a un sur le cheminement dans la conception. C'est des bouquins que vous pouvez feuilleter. Et ça, je vais vous le faire passer tant qu'on y est, parce qu'en fait, je peux vous les envoyer en version PDF aussi par mail gratuitement. Donc si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin là-dedans, voilà, je peux vous faire passer ça. Tiens, je te le passe et tu fais passer s'il y en a qui sont intéressés. Alors, pour l'isolation, donc on vient de voir pour la structure. Pour la réalisation de l'isolation, donc comme je vous ai dit, je devais m'installer dans le Tarn-et-Garonne. Donc là-bas, c'est un climat océanique. Il fait souvent le temps qu'on a ici en hiver. Il y a du brouillard, il y a de l'humidité et c'est pas un hiver très froid. Il fait moins 5 degrés. Enfin, ça descend rarement en dessous de moins 5 degrés pour les nuits les plus froides. Mais par contre, il y a cette humidité qui correspond mal aux yourtes en fait. Les yourtes traditionnelles, elles moisissent et souvent au bout de 2 hivers, les toiles elles sont abîmées. Il faut les imperméabiliser à nouveau, il faut mettre des fongicides parce que ça commence à faire des champignons, etc. Et moi, j'avais pas du tout envie de ça. Je voulais partir sur quelque chose de plus durable. Ce qu'il faut comprendre sur les yourtes traditionnelles, c'est qu'elles sont adaptées au climat mongol en fait. Les Mongols ont construit des yourtes qui sont adaptées à leur climat. Il y a de la neige, mais c'est sec, il y a pas de pluie. Et donc si on reprend la conception mongole, ça supporte mal notre climat. Alors je savais que la moisissure, elle était liée au problème de la condensation, et donc
moi, la condensation, j'avais eu bien l'occasion de l'observer quand j'ai voyagé en faisant du stop. Je fais du camping sauvage, bivouaqué, et j'ai dormi dans toutes les conditions. Il faisait très froid, très chaud, il pleuvait, et tout ça. Et donc, j'ai pu observer quand est-ce que la condensation se formait à l'intérieur de la tente. Et pour ceux qui ont l'habitude de faire un peu de camping, vous savez que les tentes 4 saisons, c'est des tentes qui ont 2 toits. Il y a un toit extérieur imperméable et il y a un toit intérieur, c'est la moustiquaire ou c'est une espèce de toile en coton. Et c'est ça qui fait le confort à l'intérieur de la tente 4 saisons. Et le principe, c'est que la vapeur d'eau qu'on va produire à l'intérieur de la tente en respirant, elle va passer à travers ce toit en coton et elle va aller se former sur la bâche imperméable qui est à l'extérieur. La raison pour laquelle la condensation se forme sur la bâche extérieure, c'est que il fait froid à l'extérieur, on réchauffe l'atmosphère à l'intérieur de la tente, et la vapeur d'eau qu'on produit, elle va aller se fixer sur la première paroi froide qu'elle rencontre. Donc ça va faire des gouttelettes et elles vont s'évacuer comme ça. Donc une tente de camping, vous savez qu'il y a la chambre intérieure comme ça, où on a le sol et où on a la toile en coton, et puis la toile extérieure, et ben elle va ruisseler à l'extérieur de la tente. Donc la condensation ruisselle à l'extérieur. On fait en sorte que les gouttes elles tombent à l'extérieur de la chambre dans laquelle on dort. Donc le fait d'avoir ce vide d'air, ça m'a permis de maintenir l'isolation à la fois sèche et saine. J'avais plus de problèmes de moisissure et d'humidité dans l'isolation. Ça m'a aussi permis d'utiliser des matériaux plus résistants et moins onéreux. J'ai pu m'orienter vers la bâche de camion. C'est vraiment une bâche très basique, très simple et très robuste. Et j'ai pas eu besoin de me tourner vers des matériaux techniques. Il faut savoir que les constructeurs qui construisent des yourtes sur les plans traditionnels, ils utilisent souvent des toiles techniques. C'est comme du Gore-Tex par exemple. Vous savez, c'est une toile qui est à la fois respirante et imperméable. Donc pour éviter ce problème de condensation. Moi, j'avais pas envie de partir sur des matériaux techniques, je voulais rester sur des matériaux très simples et basiques. Et donc, cette solution, elle me permettait d'après pouvoir utiliser n'importe quel type de matériaux. De même, je pouvais récupérer une bâche de camion, une bâche publicitaire, une voile de bateau. Ça ouvre les possibles sur plein de bâches pourvu qu'elles soient résistantes et imperméables. Alors c'est en suivant toutes ces réflexions que j'ai réussi à réaliser cette yourte pour un budget de 120 €. Au final, en additionnant donc tout ce que j'avais pu dépenser pour réaliser cette première yourte, j'avais dépensé 120 €. Il y a eu 40 € de couverture en laine achetée chez Emmaüs. J'avais acheté une machine à coudre, j'ai acheté de la corde comme la corde blanche là que vous avez vu pour faire les liens de la structure. Donc ça m'a rien coûté quoi. Donc en gros, j'ai passé 3 mois pour la réaliser. Ce qui a été le plus long, c'était d'un côté la réflexion. Je vous ai dit, il a fallu que je me creuse un peu la tête sur les aspects de la conception. Des fois, des moments d'hésitation. Ok, est-ce que je me lance dans cette solution-là ou pas? Donc, ça prend un peu de temps. Et puis, ce qui a pris du temps aussi, c'était de trouver les matériaux gratuits, en fait. La bâche de camion, c'est un des matériaux que j'ai eu le plus de mal à trouver. La première, je l'ai trouvée rapidement chez un artisan près de chez moi qui changeait les bâches sur les camions. Puis je lui dis, appelez-moi quand vous en avez une autre. Et puis ça a duré longtemps en fait. Et après, j'ai trouvé une autre solution avec de la bâche agricole. Donc ça a pris du temps. Mais ce qui était le plus important en fait quand j'ai fini cette yourte, c'était la fierté d'avoir construit cet habitat tout seul en fait. Jusque-là, c'était assez abstrait pour moi. J'avais vu qu'il y avait des gens qui étaient capables de se construire leur logement, de construire des belles constructions. Mais là, voilà, j'avais réussi à construire quelque chose seul. J'allais passer l'hiver à l'intérieur, donc c'était vraiment un sentiment de fierté, quoi, d'avoir réussi à faire ça. Ça a été aussi un moment à la fois de révélation et de fascination, quoi. Là, j'ai vraiment réalisé concrètement que tout le monde pouvait se construire quelque chose comme ça assez facilement, que l'habitat finalement ça pouvait être beaucoup plus simple que ce que je croyais avant, que tout le monde s'il en avait envie pouvait se construire un habitat de cette sorte, et j'étais assez fasciné par la rapidité avec laquelle ça pouvait se faire. Donc
voilà, oui, ça m'a pris peu de temps, ça m'a pas coûté très cher de la réaliser. Et donc j'aurais pu rester vivre dans cette yourte et puis passer à autre chose. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'en suis pas resté là en fait. J'ai tellement été fasciné par ça, c'était tellement une prise de conscience pour moi de me dire en fait, l'habitat ça peut être beaucoup plus simple, ça peut être tellement plus facile à réaliser. J'ai eu envie de partager ça. Et donc j'avais fait quelques photos pendant le chantier, donc j'ai décidé de créer un blog, j'ai mis ces photos sur mon blog et puis j'ai mis un peu de texte pour expliquer comment je m'étais pris pour réaliser cette yourte. Et ça a commencé à intéresser des gens en fait, qui se sont dit ouais c'est intéressant, comment on s'y prend, etc. Et j'ai commencé à recevoir des gens pour leur apprendre à réaliser cette yourte. Et en fait c'était vraiment une chance pour moi parce que le fait que ces gens s'intéressent à la réalisation de cette yourte, moi ça m'a stimulé, ça m'a poussé à essayer d'améliorer la conception. J'étais convaincu que j'allais pouvoir réduire le temps de montage. Initialement, je mettais une demi-journée pour la monter. Et je me disais, je suis sûr qu'il y a des solutions pour accélérer le temps de montage, pour faciliter le montage, le transport, etc. Comme mon père est agriculteur, il a beaucoup d'outils, j'avais beaucoup d'outils à disposition, mais je me suis dit, je suis sûr que je peux utiliser bien moins d'outils pour la réaliser aussi. Je suis sûr que voilà, avec une dizaine d'outils, il y a moyen de réaliser cette yourte. Je me disais aussi qu'il y avait moyen de simplifier les étapes de la fabrication pour la rendre plus simple. Je commençais à comprendre un petit peu toutes les étapes et voilà. Et puis, il y avait des choses qui permettraient aussi d'améliorer sa durée de vie. Donc, en commençant à réfléchir à ça, c'est comme ça que j'en suis arrivé au modèle que vous avez vu tout à l'heure. Elle correspond pas tout à fait au modèle initial. Donc vous avez vu, on l'a monté en 15 minutes. Pour les outils, j'arrive à 7-8 outils à peu près pour la réaliser. J'ai besoin d'une scie, j'ai besoin d'une perceuse, j'ai besoin d'une machine à coudre, une hachette, un emporte-pièce, une paire de ciseaux et un mètre ruban. En gros, avec ça, j'arrive à faire la yourte. Et puis, la première, j'ai mis plusieurs semaines à la réaliser, mais maintenant que j'ai bien organisé le processus de fabrication, je sais que je peux la faire en 7 jours. Donc, la structure, elle se réalise en 2 jours, la structure en bambou. L'assemblage des bâches, donc tracer le patronage, couper les bâches, les assembler, les coller, ça met 2 jours aussi. Les couvertures en laine, pareil, il faut les découper, les coudre avec la machine et tout ça, ça met 2 jours. Et puis, il reste la porte et le dôme, et on peut réaliser ça en 1 journée. Donc, j'ai vraiment réussi à réduire ça. Ça fait 5 ans maintenant que je continue à essayer d'améliorer l'ergonomie, améliorer les étapes de fabrication, simplifier les étapes de fabrication, simplifier les étapes de montage. Et cette activité, aujourd'hui, c'est devenu mon travail. Alors, au fil des années, je me suis aperçu que construire une yourte seule, construire sa propre yourte, ça pouvait apporter 3 choses. Déjà, ça permet de se réapproprier des savoir-faire. Ça permet de reprendre confiance en soi, ça permet de reprendre sa puissance d'être humain. J'ai l'impression que on perd un peu de notre puissance et que là, on retrouve en fait notre puissance de pouvoir créer, de pouvoir construire. Et ça fait du bien de savoir qu'en tant qu'être vivant, on est capable de construire notre propre abri. On est autonome sur ça. La deuxième chose, c'est que ce que j'ai pu observer, c'est que construire une yourte, ça permet de recréer du lien. Vous allez voir si vous vous lancez dans cette aventure. Moi, quand je l'ai fait, et puis tous les gens que j'ai accompagnés qui ont fait ça, on a envie de le partager. On a envie d'inviter des amis pour nous aider dans la réalisation. On a envie d'inviter des amis une fois que c'est terminé. On a envie de faire ça avec sa famille, avec ses enfants. On a envie. C'est vraiment quelque chose qu'on partage avec des gens c'est complètement différent que d'aller se divertir en fait. Faire quelque chose ensemble, construire quelque chose ensemble, ça permet vraiment de passer des moments conviviaux et de recréer du lien entre les gens autour de nous, quoi. La troisième chose, c'est que j'ai le sentiment vraiment que on arrive à une époque où on a besoin de repenser l'habitat. On voit que les ressources autour de nous s'épuisent, l'économie s'essouffle, on a de plus en plus de mal à trouver du travail. Par contre, on a du temps.
et on a des ressources autour de nous. Et ce qui nous manque, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire qui va permettre d'utiliser ces ressources qui sont présentes en abondance pour pouvoir répondre à nos besoins, comme le fait de se construire un logement ou de se construire un abri. Alors c'est sûr qu'on peut se demander pourquoi je vais m'embêter à aller me construire moi-même mon logement si je peux me trouver un travail que j'aime et puis me payer un appart ou me payer un logement. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à essayer de retrouver du sens dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le sens dans leur vie, qui se demandent où est le sens. Et moi, je crois que pour retrouver du sens dans sa vie, on a besoin de se reconnecter à sa créativité. On a besoin de se reconnecter à sa capacité à créer des choses. On a besoin aussi de consacrer davantage de temps à répondre à nos besoins fondamentaux. Comme le fait il y a de plus en plus de gens qui refont leur potager, qui construisent leur maison, et le fait de vraiment consacrer du temps à répondre à nos besoins directement, je trouve que ça redonne du sens à la vie. Alors, aujourd'hui, j'ai envie d'imaginer un monde dans lequel on se réapproprie ses savoir-faire. On se réapproprie à la fois les savoir-faire et la technologie, afin de répondre à nos besoins sans avoir à faire appel à des multinationales délocalisées, dont on comprend même plus les processus de fabrication, on comprend plus la gestion. On a besoin de se réapproprier la technologie et les savoir-faire. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est une solution simple pour se construire un logement. Mais ce que j'ai envie, c'est qu'on imagine des solutions locales pour répondre à plein d'autres besoins fondamentaux, en fait. Comme le fait de se nourrir, comme le fait de se déplacer ou comme le fait de communiquer. Voilà, merci.